Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour un nouveau cours avec un exercice. J'attends que le nombre augmente. Alors, dans ce chapitre, on va traiter l'électrolyse, c'est-à-dire les transformations forcées. Alors, grand 1, transformation spontanée. Alors, activité 1, donc, on va parler d'une expérience, donc, dans un bécher. Alors, je vais mettre donc ici une solution de dibrom. Solution de dibrom, BR2. Alors donc, et dans un autre bécher, je vais mettre des émails de cuivre, bien des morceaux de cuivre, petits morceaux de lame de cuivre, le cuivre, CE. Alors, maintenant, j'ajoute à BR2 une solution de cyclohexane. Cyclohexane, c'est un composé organique. BR2 est très soluble dans le cyclohexane. Et après, j'ajoute ici. Donc, celle-là, il va prendre une solution orange. Il y aura séparation d'une phase, une phase organique et une phase aqueuse. J'ajoute cette solution au émail de cuivre. J'obtiens un mélange. Alors, j'obtiens ici un mélange. Alors, après un certain moment, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que l'émail de cuivre, c'est-à-dire leur épaisseur diminue, c'est-à-dire leur masse diminue. Avec le temps, si on laisse expérience pendant une longue durée, on va constater la disparition totale du cuivre, bien sûr en utilisant du brome, la solution de brome en excès. Et en même temps, cette solution qui était au début orange, alors maintenant, cette solution, il devient bleu. Alors, il devient la teinte bleue. Donc, la solution devient bleue. Donc, qu'est-ce que je déduis ici? Je déduis que, puisque la couleur orange a changé, donc ce qui implique que le brome a réagi. Alors la masse de l'émail de cuivre a diminué, il y a apparition de la couleur bleue. La couleur bleue, il est caractéristique des ions Cu2+. Donc il y a formation des ions Cu2+. Donc, dans cette expérience, il y a réaction. Cette réaction est une réaction spontanée et directe entre le BR2 et le CE. Donc, ce qui est arrivé, c'est que BR2, alors le BR2, c'est-à-dire le BR2, il s'est transformé en BR-, il s'est transformé en BR-, deux ions BR-, AC, BR2 AC en solution. Donc, il a gagné 2 électrons. Et le Cu, il s'est transformé en Cu2+, il a cédé 2 électrons. Donc, dans ce cas-là, nous avons ici, c'est le cuivre,
Et là, c'est le Br2. Le cuivre a donné directement 2 électrons à Br2. Donc, on dit qu'il y a un échange d'électrons d'une façon directe et d'une façon spontanée. Donc, l'équation bilan entre les deux, la première demi-équation et la deuxième demi-équation, ça c'est une oxydation, c'est un réducteur, donc oxydation, et ça c'est une réduction. Donc, l'équation bilan, c'est la somme des deux équations. Donc, Br2 plus Cu, alors, donne, voilà, Cu2 plus 2Br moins. 2Br moins. Alors maintenant, on va essayer de voir est-ce que la réaction, c'est-à-dire la réaction inverse, est-ce qu'elle est possible. Donc, pour s'assurer de la réaction inverse, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va réaliser l'expérience, la deuxième expérience. Donc, dans la deuxième expérience, je vais prendre 2 béchers qui contiennent 2 solutions différentes. Le premier bécher, voilà. Le deuxième bécher, donc ça c'est l'expérience numéro 2. Deuxième bécher. Alors, dans le premier bécher, j'ai une solution de sulfate de cuivre 2, Ce2 plus AC, SO4 de moins AC. Donc, solution de sulfate de cuivre 2. Alors, et je vais prendre une deuxième solution. Alors, solution de bromure de potassium ou bien bromure de sodium. Donc, Br moins AC et K ou bien Na plus AC. Donc, ça, c'est une solution de bromure de sodium. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger les deux solutions. Donc, en mélangeant les deux solutions, j'obtiens ici un mélange. Voilà. Un mélange. Donc, dans ce mélange, il y a à la fois présence donc des ions Cu2 plus SO4 de moins, Cu2 plus SO4 de moins, AQ. Il y a aussi Br moins AQ plus Na plus AQ. Alors, cette solution est bleue. Donc, la solution bleue parce qu'il contient les ions Cu2 plus. Celle-là est incolore. Alors donc, maintenant, le mélange, il est bleu. J'attends pendant 1 heure, une journée, une semaine. Qu'est-ce que je constate? Que la couleur bleue ne change pas. Ça signifie que les ions Cu2 plus n'ont pas réagi. Donc, automatiquement, je déduis expérimentalement que les ions Cu2 plus ne réagissent pas d'une manière spontanée avec les ions Br-. C'est pourquoi c'est une réaction qui est totale et s'effectue dans un sens. Et la réaction entre Cu2 plus et Br- n'est pas possible dans l'autre sens. Donc on dit que Cu2 plus et Br- ne peuvent pas réagir d'une manière spontanée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les forcer à réagir. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. D'accord? Donc l'électrolyse,
il va nous permettre de forcer la réaction entre c'est-à-dire deux éléments chimiques qui ne peuvent pas réagir entre eux d'une manière spontanée. Alors, l'électrolyse. Donc, grand 2, électrolyse. Alors, pour réaliser l'expérience de l'électrolyse, donc, on a besoin d'un tube en U. Voilà. Un tube en U. Alors, je vais mettre ici, dans le tube, deux électrodes inattaquables. Deux électrodes, c'est-à-dire qui sont des électrodes inertes. Alors, inerte, ça signifie que les électrodes ne participent pas aux réactions. Donc, dans cette expérience, on va choisir des électrodes qui ne participent pas aux réactions. Donc, ces électrodes, je vais les choisir en graphite. Donc, électrode en graphite. Graphite, aussi électrode en graphite. Alors maintenant, je vais mettre ici à l'intérieur une solution qui contient les ions Ce2+ et Br-. Donc une solution de bromure de cuivre 2. Donc une solution qui contient Ce2+, AC, plus 2 Br- AC. Voilà, donc cette solution bleu de bromure, de bromure de cuivre, 2. Alors, je vais lier les deux électrodes par l'intermédiaire des fils de connexion. Nous avons ici un ampèremètre et ici, nous avons un générateur. Alors, le générateur, je vais utiliser l'ancien symbole du générateur. L'ancien symbole, un grand trait, un petit trait. Donc, ça, c'est le générateur G. Donc, ce générateur, ça, c'est le pôle négatif et ça, c'est le pôle positif. Ici, l'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. Donc, une fois je ferme l'interrupteur, si je place ici un interrupteur, une fois je ferme l'interrupteur, alors, qu'est-ce que je constate? Que l'aiguille du galvanomètre dévie lorsque la tension au bord du générateur est supérieure strictement à une valeur limite. Les environs à peu près 1,2, 1,5 en fonction des solutions que nous avons ici. Alors maintenant, il y a passage du courant électrique. Alors, j'essaie de regarder cette solution. Alors, on va ajouter ici, on va ajouter une solution au niveau de cette électrode. On va ajouter une solution de cyclohexane. Alors, le cyclohexane, il est utilisé pour identifier la présence de Br2. Parce que le cyclohexane, Br2, est très soluble avec le cyclohexane et il donne une solution orange avec le cyclohexane. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va constater?
on va constater expérimentalement, formation, ici, il y a formation d'une couche rouge, ou bien un dépôt rouge. Donc ça, c'est un dépôt, voilà, dépôt rouge de cuivre, Alors, et expérimentalement ici, je constate il y a formation de bulles gazeuses. Alors, ces bulles gazeuses, alors c'est-à-dire, ils se dissouent dans la solution et ils donnent avec le cyclohexane, j'obtiens cette partie, il sera coloré avec l'orange. Voilà, une solution au orange. Donc, ce qui implique ici, il y a formation, donc c'est orange, ce qui implique qu'il y a formation de BR2. Donc, il y a eu réaction. Donc, le BR- il s'est transformé en BR2. Alors maintenant, on va expliquer le phénomène à l'intérieur de la solution. Donc, ici, nous avons cette lame. Il est lié au pôle négatif. D'accord? Le courant électrique, il est imposé par le générateur. C'est le générateur qui précise, mais c'est le générateur qui impose le sens du courant électrique. Le courant électrique, il sort du pôle positif. Voilà, le courant électrique, il entre par le pôle négatif. Les électrons, ils circulent dans le sens opposé du courant. Donc, ces électrons-là, ils vont se rassembler ici. Il y a rassemblement des électrons. Alors, les ions Ce2+, ils vont se déplacer. Alors, les ions positifs, ils vont se déplacer liés au pôle négatif. Puisque les ions positifs, ils sont appelés des cations, alors ils vont se déplacer vers l'électrode qui va porter le nom de cathode. Cathode. Il va porter le nom de cathode. Alors maintenant, ces ions Ce2+, ils vont arriver ici, donc ils vont se rassembler autour de la cathode, donc Ce2+. Alors, Cu2+. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter des électrons. Deux électrons, ils vont être captés, ils vont se transformer en cuivre. Donc, il y aura la réaction Ce2+, plus deux électrons, donne alors Cu, un solide, la formation d'un solide. Donc, ça, c'est un oxydant. Donc, c'est une réaction qui s'appelle réduction cathodique. Réduction cathodique. Alors, maintenant, quelle est la définition de la cathode? Donc, on peut donner la cathode, c'est là où se rassemblent les oxydants, c'est-à-dire c'est là où se rassemblent, par exemple, ici, les cations, ou bien la cathode, c'est là où il y a réaction de réduction. Donc, l'électrode, là où se réalise la réaction de réduction, il porte le nom de cathode. Alors maintenant, ici, ce sont les ions Br- qui vont se déplacer. Donc, les ions Br-, ils vont venir ici, de Br-. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, le générateur, il va obliger les ions Br- à lui donner des électrons. Donc, il va donner deux électrons à cette électrode. Donc, et ils vont se transformer en brome. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le Br- de Br- donne Br2 plus 2 électrons à que. Donc, ça, c'est un réducteur. Donc, ça, c'est une réaction d'oxydation. Oxydation anodique. Donc, Br- est un anion, il s'appelle un anion. Donc, les anions, ils se déplacent vers l'anode. Les cations se déplacent vers la cathode. Donc, ici, nous avons réalisé une réaction entre Br- et Cu2+,
Donc ces deux-là, ils ont réagi, mais ils n'ont pas réagi d'une manière spontanée, ils ont réagi d'une manière forcée, c'est-à-dire que le générateur a imposé, c'est-à-dire par son énergie électrique, il a imposé sur BR-, il a imposé à BR- de lui fournir des électrons et il a obligé les ions Ce2+ à capter ces électrons. Donc ici, nous avons une réaction qui n'est pas spontanée, c'est une réaction forcée et les électrons échangés entre BR- et Ce2+, et l'échange entre les BR- et Ce2+, cet échange n'est pas direct, c'est un échange indirect par l'intermédiaire du circuit. Donc les électrons vont se déplacer de BR- vers l'anode, de l'anode vers l'ampèremètre, de l'ampèremètre vers le générateur, du générateur vers la cathode, et après ils sont captés par les ions Cu2+. Alors ici, le générateur ne donne pas d'électrons, le générateur c'est une pompe à électrons, il arrache les électrons d'un élément chimique et oblige un autre élément chimique à capter ces électrons. Donc, ce schéma, ou bien cette expérience, il représente quoi? Il représente ce qu'on appelle une réaction d'électrolyse, ou bien, donc l'électrolyse, c'est une transformation qui n'est pas spontanée, donc on dit une transformation forcée, indirecte, il y a échange d'électrons entre un réducteur et un oxydant d'une manière indirecte. Alors maintenant, l'équation bilan de cette réaction. L'équation bilan de cette réaction, les demi-équations d'oxydoréduction, nous avons la première, Cu2+, plus 2 électrons. Alors, ils ont donné Cu, le cuivre solide, alors AQ, et la deuxième demi-équation d'oxydoréduction de Br-, alors qui donne Br2 plus 2 électrons AQ. Donc l'équation bilan, c'est la somme, donc ça donne Cu2 plus 2 Br-, c'est une réaction totale puisqu'il est forcé Br2 plus CuS AQ. Voilà AQ. Donc voilà l'équation bilan. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate que l'équation bilan de l'électrolyse, c'est l'inverse de l'équation bilan de la réaction spontanée directe. Mais attention ici, même si Br2 et Cu2+, ils peuvent réagir entre eux, d'accord? Ils peuvent réagir ici entre eux, mais ici, ils sont séparés, d'accord? Ils sont éloignés, ils sont séparés. Et en plus de ça, le générateur, c'est lui qui impose le sens du courant électrique. Donc, dans ce cas, le Br2 et Cu2+ ne peuvent pas réagir dans le cas de l'électrolyse. C'est pourquoi c'est une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction forcée, et là où il y a un échange d'électrons d'une manière indirecte. Donc, l'électrolyse, ça nécessite la présence d'un générateur. Ça nécessite la présence d'un générateur. Alors maintenant, je m'intéresse, alors concernant la cathode. La cathode, vous voyez ici que c'est l'inverse des piles. D'accord? Ici, nous avons ce qu'on a appelé l'anode, donc électrode en gravite, orange, formation de Br2. Donc celle-là, c'est l'anode. D'accord? Donc la cathode, c'est la lame qui est liée au pôle négatif. L'anode, c'est la lame qui est liée au pôle positif. C'est-à-dire la cathode, c'est le pôle négatif, l'anode, c'est le pôle positif, c'est le contraire des piles. Mais par définition, il y a une définition qui est générale pour les piles et pour l'électrolyse. La cathode, c'est là où se rassemblent les oxydants, c'est-à-dire là où il y a réaction de réduction. L'anode, c'est là où se rassemblent les réducteurs, c'est-à-dire c'est là où il y a réaction d'oxydation. Donc il y a toujours réduction cathodique et oxydation anodique. Alors maintenant, est-ce que
pour réaliser l'électrolyse, on est obligé d'utiliser toujours le tube en U. Bien sûr, une fois que je vois le tube en U, je sais très bien, d'après l'exercice, qu'il s'agit de l'électrolyse. Mais parfois, je peux vous donner alors un schéma dans lequel il n'y a pas de tube en U. Donc on peut réaliser l'électrolyse en utilisant, par exemple un bécher. Voilà, c'est la même chose ici en utilisant un bécher. Et voilà, le bécher. Et j'introduis ici, donc ici je vais mettre la solution. Voilà, donc la solution, par exemple, la solution de CU2+, de BR-. Alors, je vais mettre ici 2 électrodes. Voilà, la première électrode. Et là, la deuxième électrode. La deuxième électrode. Et je lie les 2 électrodes par 1 ampère-mètre et un générateur. Bon, voilà. Donc, le générateur, parfois, on le note de cette manière, avec une flèche. Une flèche, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la tension aux bornes du générateur, cette tension qui est notée UPN, alors cette tension, elle est variable. C'est-à-dire, je peux, variable et réglable, je peux la régler à une valeur. Donc ça, c'est le pôle négatif, ça, c'est le pôle positif. Donc celle-là, c'est la cathode, directement, cathode. Et là, c'est l'anode. Alors, maintenant, la cathode et l'anode, c'est-à-dire je vais mettre ici en graphite. C'est-à-dire, j'utilise ici, pour l'instant, j'utilise des électrodes, bien sûr, qui sont inertes. C'est-à-dire des électrodes qui ne participent pas aux réactions. Par la suite, on va parler d'une électrolyse et on va utiliser des électrodes qui peuvent participer aussi, ils peuvent participer aux réactions. Donc, cathode en graphite. Graphite. Voilà. Alors, donc, ici, nous avons, donc, ça c'est la lame qui est liée au pôle négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un déplacement des cations vers la cathode et un déplacement des anions, puisque celle-là, elle est chargée négativement, celle-là, elle va être chargée positivement. Voilà. Donc, alors, les électrons, ils vont passer d'ici jusque-là, 2 électrons, et ici, c'est BR qui va donner 2 électrons c'est-à-dire à l'anode. Donc, on va voir formation ici d'une couche de cuivre et ici, on va voir formation des petites boules qui vont être dissoutes dans la solution et qu'on peut mettre en évidence leur présence, c'est-à-dire la présence de ce gaz qui est le dibrant par le cyclohexane. Donc, le cyclohexane, il nous permet de caractériser la formation de BRR2. Alors, parfois, vous allez rencontrer aussi des expériences qui contiennent ou bien qui parlent de l'expérience suivante, c'est-à-dire un électrolyseur sous cette forme. Un bécher, et ici, vous allez trouver 2 électrodes qui sont introduites à l'intérieur du bas vers le haut, comme ça. Voilà. Alors, de cette manière, parfois, on utilise on utilise cet électrolyseur, surtout lorsqu'on veut, par exemple, récupérer des gaz. Bien sûr, ces 2 électrodes, voilà, ces 2 électrodes, bon, ils sont maintenant toujours en graphite. Je vais mettre ici la solution, voilà, la solution. Et bien sûr, c'est-à-dire les électrodes, ils sont introduits par un petit trou. Donc le petit trou, il est bouché, donc la solution ne peut pas sortir à travers c'est-à-dire à travers à travers cette petite ouverture qui se trouve ici, parce qu'il est fermé d'une manière efficace. Donc ici, je vais mettre des fils de connexion et je vais utiliser un ampère-mètre et un générateur. Un ampère-mètre et un générateur.
Maintenant, je vais changer donc ici c'est l'ampèremètre, et le générateur, parfois on va noter le générateur, on va le représenter, au lieu d'utiliser ce symbole, je peux utiliser le symbole que vous avez déjà vu, c'est-à-dire le générateur de tension. Le générateur de tension qui possède une force électromotrice E constante. Voilà le générateur de tension. Donc ça c'est le pôle négatif et ça c'est le pôle positif. Donc le générateur, vous allez constater, parfois on utilise ce symbole pour le générateur, parfois on va utiliser celui-là. Et je vous ai donné les 3 électrolyseurs. Le tube en U avec un bécher. Avec un bécher, les électrodes ils sont introduits d'en haut, et ici les électrodes ils sont introduits d'en bas. Donc ici vous avez ce qu'on appelle CI2+, alors de BR-. Donc celle-là elle est chargée négativement et celle-là elle est chargée positivement. Donc les CI2+, ils vont se déplacer vers celle-là et les BR- vont se déplacer ici. Donc celle-là c'est la cathode, et ça c'est la l'anode. Alors je répète, à quoi sert cet électrolyseur? Supposons qu'on veut récupérer un gaz. Alors pour récupérer un gaz, on va introduire ici un tube AEC, on va le mettre comme ça, le tube AEC, voilà. Et dans ce tube AEC, voilà, un tube AEC. Donc ce tube AEC, il est rempli, d'accord? S'il y a formation d'un gaz, alors le gaz il va monter et on va recueillir le gaz ici. C'est ça l'objectif d'utiliser ce montage. Donc nous avons vu les 3 montages pour l'électrolyse. Il faut pas être seulement branché sur le tube en E. C'est-à-dire, dans une expérience d'électrolyse, il y a toujours présence d'un générateur. Alors maintenant, on va donner un autre exemple d'électrolyse. Alors, un autre exemple d'électrolyse. Donc, on va réaliser on va étudier l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. D'accord? Électrolyse, voilà, ça c'est grand 2, d'une solution de chlorure de sodium, chlorure de sodium. Alors une solution de chlorure de sodium. Donc, je vais prendre ici, donc le tube en U, voilà. Donc le montage expérimental, le tube en U. Donc, 2 électrodes inattaquables, voilà. 2 électrodes inattaquables, la première, la deuxième. Donc, le générateur, l'ampèremètre. Donc, je répète, l'ampèremètre ici, il nous permet seulement de déterminer l'intensité, de mesurer l'intensité. Alors, vous voyez ici que j'utilise le moins à gauche, le plus à gauche. Si vous voulez l'inverser, pas de problème. Alors maintenant, je vais remplir avec une solution de chlorure de sodium. Donc du sel, le sel, NaCl. Donc on ajoute NaCl à l'eau, d'accord, eau. Alors on mélange. Lorsque NaCl il se dissout totalement, je vais verser cette solution ici. Donc NaCl, lorsque on le mélange avec l'eau, il se forme les ions Na+.
les ions Na+, et les ions Cl-. Cl-AQ. D'accord? Alors maintenant, on va étudier cette électrolyse, mais on va étudier cette électrolyse sans que je vous donne les résultats expérimentaux. Je vous donne les résultats expérimentaux à la fin. Alors, je vous donne ici des couples. Alors, les couples, donc on donne, les couples qui peuvent, donc on donne, ça ce sont des données, on donne Na+, alors Na+, Na, S, AC, alors Cl2, Cl-, AQ, gaz, donc O2, H2O, liquide, gaz, et H2O, H2, gaz, liquide. Donc, je vous ai donné ici ces différentes couples. C'est l'exercice qui vous propose les couples. Il ne faut pas ajouter un autre, il ne faut pas retrancher un autre. Alors maintenant, ce sont les couples qui sont susceptibles de participer aux réactions au niveau de la cathode et de l'anode. Donc premièrement, je dois savoir quelle est la cathode, quelle est l'anode. Celle qui est liée au pôle négatif, c'est cathode, voilà, cathode. Et celle-là, c'est anode, voilà, l'anode. Alors maintenant, la question est la suivante. Quelles sont les réactions, les demi-équations d'oxydoréduction, des réactions qui peuvent avoir lieu au niveau de la cathode et au niveau de l'anode? C'est-à-dire, quels sont les couples qui vont réagir au niveau de la cathode et au niveau de l'anode? Donc, pour répondre à cette question, oui, une très bonne remarque ici, j'ai oublié là, c'est gaz, oui. Alors, pour répondre à cette question, quelles sont les différentes, ou bien quelles sont les espèces chimiques qui vont réagir au niveau de la cathode et au niveau de l'anode, et quelles sont les demi-équations d'oxydoréduction. Alors, pour répondre à cette question, je vais classer ces différentes couples qui ont été proposés par l'exercice. Je vais les placer ici d'une manière verticale. Donc, Na+, Na, solide, aqueux. Alors, Cl2, gaz, Cl- aqueux. Donc, H2O liquide, H2 gaz et O2 gaz, H2O liquide. Donc, j'ai placé ici, verticalement, j'ai arrangé les différentes couples sous forme de oxydant réducteur. Et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, au niveau de la cathode, il y a réaction de réduction. Donc ici, il y a réduction. Donc là, la réaction, c'est une réduction. Donc, au niveau de la cathode, il y a rassemblement des oxydants. Donc, un oxydant, il va gagner un électron, il va se transformer en réducteur. Voilà. Donc, ça, c'est la réaction qui aura lieu au niveau de la cathode. C'est une réduction. Voilà, réduction. Alors, au niveau de l'anode, la réaction qui aura lieu, c'est une réaction d'oxydation. Donc, le réducteur, il va se transformer en oxydant plus un certain nombre d'électrons N.
électron, voilà. Donc, c'est une oxydation. C'est une oxydation. Alors maintenant, au niveau de la cathode, donc je viens ici, premièrement, j'essaie de donner le bilan des espèces chimiques présentes. Quelles sont les espèces chimiques? Donc je pose la question, quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution? Donc, comme je constate, il y a Cl-, il y a Na+, et j'oublie pas qu'il y a H2O partout. Il y a H2O. Voilà. Alors, donc, H2O liquide, puisque c'est une solution aqueuse. Et parfois, il ne faut pas, si l'anode, il faut tenir compte de l'anode, si l'anode n'est pas attaquable. Donc ici, on va utiliser l'anode en graphite. En graphite. Bien sûr, la cathode, c'est la même chose, mais je fais toujours attention au niveau de l'anode. D'accord? J'essaie toujours de savoir quelle est la matière dont il est constitué l'anode. Alors maintenant, je m'intéresse au niveau de la cathode. Donc, au niveau de la cathode. Au niveau de la cathode. Au niveau de la cathode, il y a quoi? Il y a rassemblement des. Il y a rassemblement des oxydants. Des oxydants présents dans la solution. C'est-à-dire des oxydants qui sont là, à l'intérieur. Donc, au niveau de la cathode, se rassemblent les oxydants. Alors maintenant, je m'intéresse aux oxydants. Et voilà, je m'intéresse aux oxydants. Je dis Na+, est-ce qu'elle se trouve dans la solution? Oui. Donc, il y a l'ion Na+. Donc, je dois l'ion Na+. Donc, il peut réagir. Donc, j'écris son équation. Donc, Na+, demi-équation d'oxyde de réduction, plus 2 électrons, plus 1 électron, donne Na, solide aqueux. Donc, voilà la première demi-équation. Donc, ici, on est en train de donner les prévisions. Maintenant, je regarde. Est-ce qu'il y a le chlore, Cl2? Il n'y a pas de Cl2. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de donner son équation. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Donc, je dois écrire la demi-équation de réaction de l'eau. Donc c'est-à-dire de réduction de l'eau. Donc, H2O, liquide, plus les électrons, il va donner quoi? Il va donner H2. Alors, donc, il va donner avec H2 un élément chimique qui doit être négatif, puisque ici nous avons la charge négative, et il doit contenir de l'oxygène. Cet élément chimique, c'est HO-, HO-. Certains, ils le notent OH-, c'est l'ancienne notation de cet ion. Alors donc, on va multiplier ici par 2. D'accord? Nous avons ici donc l'hydrogène, combien? Nous avons 2, plus 2, ça donne 4. Ici, on va multiplier par 2. L'oxygène, nous avons 2. Et l'oxygène, nous avons 2. La charge, 2-. Donc ici aussi, 2-. Voilà l'autre demi-équation. Donc, liquide, gazeux, aqueux. Alors donc, les prévisions, donc ça, ce sont les prévisions, c'est-à-dire quelles sont les réactions qui peuvent avoir lieu au niveau de la cathode. Dans notre exemple, ils m'ont donné 1, 2, 3, 4 couples. Donc, grâce à ces 4 couples, j'ai déduit qu'il peut y avoir cette réaction, il peut y avoir celle-là, il peut y avoir les deux à la fois. Alors maintenant, quel est des deux qui a eu lieu? Exactement, c'est l'exercice ou bien l'expérience qui va nous montrer quelle est la réaction qui aura lieu. Alors, maintenant, au niveau de l'anode. Donc, au niveau de l'anode, Alors, au niveau de l'anode, il y a
rassemblement de quoi? Il y a rassemblement des réducteurs. Donc les réducteurs arrivent ici et les oxydants arrivent là, se rassemblent ici. Les réducteurs, tous les réducteurs qui se trouvent là, ils vont migrer vers l'anode et tous les oxydants, ils vont se déplacer vers la cathode. Donc au niveau de l'anode, il y a rassemblement des réducteurs. Quels réducteurs? Les réducteurs présents dans la solution. Alors maintenant, je m'intéresse aux réducteurs. Bon, là, une remarque. Pour ici, nous avons dans cette équation, nous avons choisi ici H2O. Donc, j'ai donné l'équation. Maintenant, pour l'oxygène, il ne se trouve pas l'oxygène ici. Donc, je ne peux pas écrire l'équation, la demi-équation de réduction d'oxygène parce qu'il n'a pas lieu puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Alors, maintenant, je m'intéresse aux réducteurs. Est-ce qu'il y a du sodium? Là, il y a l'ion sodium. Il faut regarder, il y a l'ion sodium. Il faut regarder la lame, celle-là. Il faut toujours regarder l'anode. L'anode, elle est très importante. Donc, c'est-à-dire qu'il faut regarder le métal dont il est constitué, l'anode. Donc, puisque l'anode n'est pas formée par aucun métal, donc ici, dans ce notre cas ici, il n'y a pas de sodium. Donc, le sodium, je n'écris pas son équation. Est-ce qu'il y a les ions Cl-? Oui, il y a les ions Cl-. Et voilà, dans la solution. Alors maintenant, est-ce qu'il y a H2, le gaz hydrogène? Ici, la solution ne contient pas de gaz. Donc, le gaz n'existe pas. Est-ce qu'il y a H2O? Oui, il y a H2O. Donc, qu'est-ce que je constate? Qu'au niveau de l'anode, deux espèces chimiques qui peuvent réagir. Alors, la première, c'est-à-dire la première espèce chimique, c'est Cl-. Donc, Cl-, alors, il va se transformer en Cl2. Alors, en Cl2, donc 2 Cl- à que ils vont donner Cl2, c'est un gaz, plus 2 électrons. Alors, maintenant, donc ça c'est la première équation. La deuxième, c'est l'eau. D'accord? Donc H2O, il se transforme en O2, c'est un gaz. Donc l'oxygène, nous avons 2, donc on va multiplier ici par 2. L'hydrogène, 2 fois 2, c'est 4, donc on va ajouter 4 H+, et j'ajoute 4 électrons. Donc, aqueux, gaz, voilà, et liquide. Voilà les deux. Donc, d'après tout ça, on a déduit qu'au niveau de la cathode, il peut y avoir deux réactions, ou bien une seule, l'une des deux. Au niveau de l'anode, il peut y avoir deux réactions, ou bien l'une des deux. Donc, ce que nous avons fait, c'est la prévision. Alors maintenant, les résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux. Qu'est-ce qu'elle dit l'expérience? Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'expérience? Alors, l'expérience, alors, dit que, deux points. Alors, l'expérience, elle dit que au niveau de l'anode, il y a formation d'un gaz qui change la couleur de l'indigo. Donc, au niveau de l'anode, alors, il y a formation d'un gaz. Donc, l'anode, il y a formation d'un gaz. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate ici qu'il y a deux gaz. D'accord? Je constate ici qu'il y a deux gaz. Il y a le gaz Cl2, il y a le gaz O2. Donc, ils doivent donner une précision. Formation d'un gaz qui décolore l'indigo.
l'indigo. Alors, le gaz qui décolore, c'est-à-dire qui change la couleur bleue de l'indigo, ce gaz, c'est le gaz Cl2. C'est le gaz chlore. Donc, on peut connaître le gaz chlore soit par son odeur qui ressemble à l'odeur de l'eau de Javel, ou bien expérimentalement, on ajoute. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ici, au niveau de la note, on va ajouter l'indigo. Indigo. Alors, qu'est-ce que je constate? Normalement, s'il n'y a pas de gaz chlore, alors cette partie devient tout entière bleue, mais puisqu'il y a formation de bulles gazeuses, alors ces bulles gazeuses, ils changent la couleur de l'indigo. Ces bulles gazeuses, c'est Cl2. Donc, l'équation que je vais prendre, c'est celle-là. Voilà. Voilà l'équation que je vais prendre. Alors, maintenant, la deuxième information. La deuxième information, au niveau de la cathode, il y a formation d'un gaz. Alors, nous avons donné, il y a formation d'un gaz. Alors, je regarde ici. Ici, il n'y a pas de gaz. Donc, cette réaction n'a pas lieu. Donc, il y a formation de celui-là. Alors, pour s'assurer de ce gaz, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ici, donc il y a formation d'un gaz. Donc, automatiquement, puisqu'il y a un gaz, un seul gaz, il y a un seul gaz parmi... Donc, ce gaz-là, c'est le gaz hydrogène. Alors, maintenant, pour s'assurer que c'est une réaction, cette réaction, c'est celle qui a lieu, on va ajouter le phénolphthaleine. Le phénolphthaleine. Alors, en ajoutant le phénolphthaleine, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette solution, il devient rose, ce qui implique la présence des ions OH- ou bien HO-. Donc, on peut mettre en évidence la formation des ions HO- à l'aide, bien sûr, d'un indicateur coloré qui s'appelle le phénolphthaleine. On le note par Fifi. Alors donc, maintenant, cette réaction n'a pas lieu. Voilà la réaction qui a lieu. Donc ici, on a déduit les deux réactions principales qui se sont déroulées au niveau de la cathode et au niveau de l'anode. Donc, l'expérience m'a donné des résultats. Parmi ces résultats, qu'est-ce qu'elle a dit? Au niveau de l'anode, il y a formation d'un gaz qui décolore l'indigo. Au niveau de la cathode, il y a formation d'un gaz. C'est largement suffisant. Je regarde les deux équations, je constate dans l'une il y a un gaz, dans l'autre il y a un solide, donc celle-là n'a pas eu lieu, donc automatiquement c'est celle-là. Pour s'assurer, ils ont dit qu'en ajoutant le phénolphthaleine, on va constater que la solution proche de la cathode, il prend une couleur rose, ce qui implique la présence des ions HO-. Alors maintenant, quelle est l'équation bilan de la réaction? Quelle est l'équation bilan de cette réaction? Alors, l'équation bilan de cette réaction, donc je vais prendre les deux. La première, c'est 2Cl-, qui donne Cl2, gaz, aqueux, plus 2 électrons. La deuxième, c'est 2H2O, liquide, plus 2 électrons, donne alors H2 plus 2HO au moins aqueux, gaz. Donc, puisque les électrons ils sont équilibrés, alors je fais la somme. Alors, c'est une réaction totale. Toutes les réactions d'électrolyse sont des réactions totales. Donc, j'aurai 2Cl- aqueux plus 2H2O liquide, donne Cl2, c'est un gaz, plus H2, c'est un gaz, plus 2HO- aqueux. Bon, alors maintenant, voilà, on a vu comment, c'est la partie la plus difficile pour l'électrolyse. Il y a deux parties qui sont difficiles. La première, c'est celle-là. Et la deuxième, c'est
que ça concerne la géométrie des électrodes. Donc, je vais vous donner un exercice résolu pour cette partie. Donc, voilà l'équation bilan. Alors, maintenant, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement de cette réaction. Comment je dois établir le tableau d'avancement. Donc, donc, le tableau d'avancement, j'efface. Alors, donc, nous avons 2 Cl- plus 2 H2O donne Cl2 plus H2 plus 2HO- aqueux, gaz, liquide, aqueux. Alors, le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, voilà. Donc ici, j'ajoute une case dans laquelle il y a la quantité de matière des électrons. C'est la même chose que pour les piles. Voilà. Donc à t égale à 0, à l'instant t, et ici, t final, 0, x max. Ici, x final est égal à x max. La réaction est totale. Alors, ici, pour Cl-, supposons qu'ils nous ont donné la concentration de Cl- initiale. Initiale, il est noté C. Et le volume V, qu'est-ce que vous allez mettre? C fois V. Alors, l'eau, c'est en excès. Excès. Donc, Cl2 n'existe pas. H2 n'existe pas. Donc, on a oublié ici une case. Voilà. Une case. Voilà. Pour H2, donc n'existe pas. Et H- aussi, il existe en solution, mais en très faible quantité, puisqu'il existe à cause de la dissociation des molécules d'eau, donc en très faible quantité. Donc, on considère que sa quantité de matière initiale, elle est négligeable. Donc, les électrons responsables du passage du courant, c'est-à-dire ici, c'est avant de fermer le circuit. Avant de fermer le circuit, aucun électron responsable du passage du courant n'a bougé. Donc, c'est 0. Donc, ici, C fois V moins X multiplié par 2. 2X. Alors, ici, nous avons X. Ici, nous avons X. Et là, nous avons 2X. Et les électrons, c'est combien? C'est le nombre d'électrons échangés. Donc, nous avons ici 2. Donc, je vais mettre ici 2X. Ou bien, puisque nous avons Cl-, 2 Cl-, ils ont donné Cl2 plus 2 électrons. D'accord? Et l'autre, c'est 2 H2O. Alors, 2 H2O, alors plus 2 électrons a donné H2 plus 2 HO au moins, aqueux, gazeux, liquide, aqueux, gazeux. D'accord? Je constate ici le nombre d'électrons, c'est 2, donc automatiquement la quantité de matière en électrons est égale à 2x. Voilà. Donc ici, 2x. Alors ici, C fois V moins 2x max. Alors, x max, 2x max et 2x max. Alors maintenant, la quantité de matière en électrons, il est égal à la quantité d'électricité divisée par grand F. Et grand Q est égal à quoi? C'est égal à I fois delta T divisé par grand F. F, c'est le Faraday. 9,65, 10 à la puissance F, c'est une constante qui est donnée, 9,65, 10 à la puissance 4, coulomb, mol, moins 1. Mol, moins 1. Donc voilà la même relation que nous avons travaillé avec pour le cours des piles. Donc maintenant, d'après le tableau, la quantité de matière en électrons, il est égal à aussi 2x. Donc, je constate 2x égale donc
2x est égal à I fois delta t divisé par grand F. Donc, x est égal à I fois delta t divisé par 2 grand F. Là, voilà l'expression de x. Alors maintenant, ils vont me demander, par exemple, calculer le volume de CO2. Calculer ou bien trouver l'expression du volume CO2 en fonction de I et delta T. Donc, on cherche V CL2 et V H2. Voilà, V CL2 et V H2. Premièrement, nous avons la quantité de matière de CL2, elle est égale à X. La quantité de matière de H2, elle est égale à X. Donc, ils ont même quantité de matière, X. Donc, automatiquement, NCl2 est égal à NH2. Automatiquement, puisque N d'un gaz est égal au volume de Cl2 divisé par le volume molaire est égal à VH2 divisé par le volume molaire. Je simplifie le mot volume molaire. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le volume de Cl2 est égal au volume de H2. Donc ici, nous avons les deux gaz, ils ont même coefficient qui est égal à 1, coefficient égal à 1, donc ils ont même volume. Alors maintenant, on cherche la relation entre le volume de l'un avec I. Donc, nous avons NCl2 est égal à X. Je remplace X par celle-là. Est égal à I fois delta T divisé par 2F. Et je remplace celle-là par VCl2 divisé par V molaire. Donc je cherche VCl2 est égal à I fois delta T divisé par 2F fois le volume molaire. Voilà l'expression du volume molaire. En calculant le volume de Cl2, j'ai calculé aussi le volume de H2. En calculant le volume de Cl2, j'ai calculé aussi le volume de H2. Alors maintenant, quelle est la concentration? La concentration d'ion Cl-. La concentration d'ion Cl- à l'instant T, donc tout ça c'est à l'instant T. À l'instant final, qu'est-ce que je remplace? Je remplace par V final et I final. Donc, concentration Cl- à l'instant T est égale à NCl- divisé par le volume de la solution. D'accord? Donc, je remplace par celle-là. Donc, j'aurai la concentration de Cl-. Elle est égale à quoi? Elle est égale à C fois V moins 2x sur V. Elle est égale à C fois V divisé par V moins 2x divisé par V. Je l'ai séparé. Je simplifie V. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste C. Donc, la concentration de Cl- est égale à C moins 2x sur V. Je remplace le x par, donc, est égal à C moins 2 sur V. Et x, c'est quoi? C'est I fois delta T divisé par 2F. I fois delta T divisé par 2F. Je simplifie le 2 avec le 2. Donc, j'obtiens C moins I fois delta T divisé par grand F. Alors, fois V. Le V qui est là. V fois F. Donc, voilà l'expression de la concentration de Cl-. Donc, ici, je vous ai donné un modèle de réaction d'électrolyse. Alors maintenant, on va essayer de résoudre un exercice. Et l'exercice, je l'ai déjà posté au groupe, je l'ai déjà envoyé. Donc, on va essayer de résoudre cet exercice.
Alors, vous avez l'exercice. Essayez de... Pardon. Essayez de regarder l'exercice. Si vous voulez, vous pouvez, si vous n'avez pas téléchargé l'exercice, donc essayez de le lire. Alors, l'électrolyse constitue un des procédés industriels d'obtention du zinc. Il est réalisé vers 40 degrés Celsius avec une solution de sulfate de zinc Zn2+, SO4 de concentration C et de volume V et d'acide sulfurique de H++ SO4 dans des cellules à électrolyse comportant une anode en plomb Pb et une cathode en aluminium. Donc ici, une remarque, les électrodes, l'une elle est en plomb, l'autre elle est en aluminium. C'est-à-dire les électrodes ne sont pas des électrodes inertes. L'intensité du courant imposée par le générateur I est égale à 10 kA. On donne les couples oxydant-réducteurs qui peuvent participer aux réactions, au voisinage des électrodes. Donc, il y a Zn2 Zn, il y a Al3 plus Al, il y a Pb2 plus Pb, il y a S2O8 de moins, S2O8 de moins. Pardon, ici, il y a une erreur, c'est S2O8 de moins. D'accord? Donc, S2O8 de moins, le S2O8 de moins, SO4 de moins, à que. D'accord? Il y a aussi O2, H2O, et il y a H plus H2. Donc, la constante de Faraday, 9,65 10 à la puissance 4, le volume molaire, 25 litres mol moins 1, la masse molaire du zinc, c'est 65,4 grammes mol moins 1, et la durée de l'électrolyse, delta T, 48 heures. Alors, la première question, quelles sont les réactions susceptibles de se produire à la cathode? La deuxième question, quelles sont les réactions susceptibles de se produire à l'anode? La troisième question, expérimentalement, on constate la formation d'un gaz à l'anode et la formation du zinc à la cathode qui est récupéré chaque 48 heures. La troisième 3.1, on déduit que l'équation bilan est Zn2 plus 2H2O, 2Zn2 plus H2O, donc 2Zn plus O2 plus 4H+. Dresser le tableau d'avancement et montrer que l'avancement X est égal à I fois delta T divisé par 4F. Calculer la masse, petit m du zinc recueilli à la cathode tous les 48 heures. Calculer le volume de gaz recueilli pendant cette durée sur l'anode. Alors, maintenant, je vais écrire ici les différentes couples. Donc, les différentes couples, il y a le Al 3 plus Al, S, AQ, il y a le Zn2 plus, Zn, S, AC, il y a le Pb, 2 plus, Pb, AC, S, il y a le S2O8 de moins, SO4 de moins, et il y a O2, H2O,
O2, H2O liquide, gaz. Et enfin, il y a H plus, aqueux et H2 gaz. Donc vous voyez ici, ils ont donné ox red. Donc ils nous ont donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples. Donc nous avons 6 couples. Alors donc, on va essayer de, donc réponse exercice, la question 1. Avant ça, il faut faire un schéma. Donc je vais changer le montage expérimental. Je vais utiliser un montage expérimental ordinaire. D'accord? Donc, j'ai ici les deux électrodes. Voilà la première. Voilà la deuxième. Et j'ai ici la solution. La solution. Alors, j'ai là l'ampèremètre, le générateur, si vous voulez. Alors, et là, l'ampèremètre. Voilà. Donc, nous avons donc ici, ça c'est le pôle négatif, ça c'est le pôle positif. Donc celle-là c'est la cathode, et celle-là c'est l'anode. D'accord? Le courant électrique, il circule dans ce sens, les électrons, ils circulent dans le sens opposé. Alors, d'après l'exercice, bon alors, pardon. Donc nous avons ici, d'après l'exercice, donc une solution de Zn. Zn, 2 plus, SO4, 2 moins. Alors cette solution, bien sûr, aqueux, et nous avons 2H+, plus SO4, 2 moins. Voilà, aqueux. Et nous avons aussi de l'eau, il ne faut jamais oublier l'eau. Puisque ici, ils ont donné, les couples, est-ce qu'ils ont donné de l'eau? Voilà, ils ont donné H2O. Alors maintenant, d'après l'exercice. L'électrolyse constitue des procédés industriels d'obtention du zinc. Il est réalisé vers 40 degrés Celsius avec une solution de sulfate de zinc de concentration C, de volume V et d'acide sulfurique dans les cellules à électrolyse comportant une anode en plomb. L'anode en plomb. Ça, c'est en Pb. Et une cathode en aluminium. La cathode, il est en aluminium. Voilà. Là, ce sont les données. D'accord? Donc, la première question, c'est quoi? C'est donner. La première question, c'est quelles sont les réactions susceptibles de se produire à la cathode. Donc, à la cathode, au niveau de la cathode, il y a rassemblement des oxydants.
Donc la cathode, ce sont les oxydants plus un électron dans des réducteurs. L'anode, au niveau de l'anode, il y a rassemblement des réducteurs qui donnent oxydant plus un électron. Donc, je m'intéresse à la première question au niveau. Alors, au niveau de la cathode. Alors, au niveau de la cathode, je m'intéresse aux oxydants. Donc, cathode, voilà, cathode. Je m'intéresse aux oxydants. Alors, ces oxydants, je m'intéresse aux oxydants. Je regarde, est-ce qu'il y a Zn de plus ici? Donc, il y a Zn de plus. Le voilà. Donc, je peux écrire son équation. Est-ce qu'il y a Al3 plus? Non, il n'existe pas. Donc, je laisse tomber. Est-ce qu'il y a S2O8 de moins? Il n'existe pas le S2O8 de moins. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a le Pb de plus? Il n'y a pas de Pb de plus. Rien. Est-ce qu'il y a le O2? Il n'y a pas de gaz O2. Voilà. Est-ce qu'il y a le H+? Oui, il y a le H+. Le voilà. Donc, il y a Zn de plus. Le voilà. Donc, nous avons deux réactions possibles. Donc, la première, c'est Zn de plus 2 électrons dans Zn. Voilà la première, A que S. La deuxième, c'est celle de H+. Donc, H+, plus l'électron donne H2. H2. Je multiplie par 2 ici et par 2 là. Donc, gaz aqueux. Donc, voilà, nous avons les prédictions, nous avons deux équations au niveau, deux demi-équations au niveau de la cathode. Alors maintenant, je regarde au niveau de l'anode. Donc, au niveau de l'anode. Hein? Donc, au niveau de l'anode. Au niveau de l'anode, il y a, je m'intéresse aux réducteurs, c'est-à-dire le rassemblement des réducteurs. Donc, les réducteurs, ils se trouvent à droite. Donc, ces réducteurs, je vais essayer de voir ceux qui sont présents et ceux qui n'existent pas. Le zinc, il n'est pas là, ni ici, ni là. Donc, il n'y a pas de zinc. L'aluminium, il se trouve à la cathode. Il ne peut pas se déplacer à l'anode, puisque nous sommes au niveau de l'anode. Donc, il ne peut pas être... Si l'anode, il est en aluminium, je dois tenir compte. Donc, l'aluminium existe, mais il est loin de l'anode. Donc, il ne va pas réagir. Le SO4 de moins, il existe. Donc, SO4 de moins, le voilà. Alors, le plomb, le PB, oui, puisque l'anode, il est en plomb. Donc, ici, nous avons l'anode. Il faut toujours regarder le métal dont il est constitué l'anode. Il faut regarder, est-ce qu'ils ont donné le couple de ce métal. Donc, le plomb, il peut participer. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau? Bien sûr, il y a de l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a du gaz hydrogène? Il n'y a pas de gaz hydrogène. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate, j'ai ici 3 espèces chimiques qui peuvent réagir au niveau de l'anode. Donc, les espèces chimiques qui peuvent réagir au niveau de l'anode, donc la réaction demi-équation de Pb. Donc, le Pb donne Pb de plus, plus 2 électrons, Pb de plus 2 électrons, et nous avons S AC. Alors, donc, le Pb, il donne Pb de plus 2 électrons. La première. Là, la deuxième. La deuxième, c'est SO4 de moins. Donc, SO4 de moins, il va donner le S2O8 de moins. Nous avons le soufre 2. Je dois multiplier ici par 2.
L'oxygène, c'est 8. Donc, nous avons ici 8. Alors, la charge, 2 fois 4, c'est moins 4. Ici, nous avons moins 2. Donc, je dois ajouter 2 électrons pour avoir moins 2. Moins 2, ça donne aussi moins 4. Donc, voilà la deuxième. La troisième, c'est H2O. Donc, H2O, il donne O2. Puisque nous avons ici l'oxygène 2, on va multiplier ici par 2. 2 fois 2, c'est 4. J'ajoute 4H+. Donc, j'ajoute 4 électrons. Donc, aqueux, gaz, liquide, aqueux, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Au niveau de l'anode, il y a 1, 2, 3 réactions possibles. Au niveau de la cathode, il y a 2 réactions possibles. Alors maintenant, quelles sont les réactions susceptibles de se produire au niveau de l'anode? Donc celle-là, c'est au niveau de la cathode, et celle-là, ça représente au niveau de l'anode. La première question. La deuxième question. La troisième question. Expérimentalement, on constate la formation d'un gaz à l'anode. La formation d'un gaz à l'anode. Je regarde ici. Il n'y a pas de gaz. Donc cette réaction n'a pas eu lieu. Ici, il n'y a pas de gaz. Donc il n'a pas eu lieu. Donc la réaction qui a lieu, c'est celle-là. Voilà, je l'encadre. Alors, maintenant, donc expérimentalement, on constate la formation d'un gaz à l'anode et la formation des zinc. Donc ici, formation de zinc. Ici, nous avons le zinc. Donc voilà la demi-équation que je vais prendre. Donc celle-là, je ne tiens pas compte. Donc, en fin de compte, je vais prendre ces deux-là pour, alors, expérimentalement, 3-1, déduire l'équation bilan. Donc, pour déduire l'équation bilan, je vais prendre ces deux demi-équations d'oxydoréduction. Voilà les deux équations. Donc, c'est 3-1. 3-1. Donc, la première, c'est Zn 2 plus 2 électrons dans Zn S AC. Et la deuxième, 2H2O. 2H2O liquide donne, alors, O2 plus 4H plus 4 électrons. 4 électrons, ça c'est un gaz. Alors, voilà. Ici, nous avons le nombre d'électrons, c'est 4. Et là, nous avons le nombre d'électrons, c'est 2. Et là, nous avons 4. Donc, on va multiplier celle-là par 2. Et on va faire la somme. Donc, on va faire la somme. C'est une réaction totale. La somme des réactifs. Donc, Zn 2 plus 2 H2O liquide aqueux. Alors, les électrons, on va multiplier celle-là. Donc, elle est multipliée par 2. Voilà. Celle-là multipliée par 2. Celle-là aussi multipliée par 2. Celle-là multipliée par 2. Donc, on va se simplifier les électrons. Donc, ça donne plus 2 H2O plus 2 Zn, puisqu'il a été multiplié par 2, plus O2 plus 4H plus aqueux, gaz solide. Donc, nous avons l'équation de la réaction 2Zn2 plus 2H2O, 2Zn, O2 plus 4H, H+. Alors maintenant, nous avons cette équation bilan. La deuxième question, c'est dresser le tableau d'avancement. Dresser le tableau d'avancement. 3, 2. Donc, le tableau d'avancement, donc Zn de plus 2 H2O donne 2 Zn S plus O2
gaz plus 4H plus aqueux liquide, aqueux. Ici, nous avons 2. Donc, voilà le tableau d'avancement à l'instant T. Donc, à l'instant T, égale à 0, à l'instant T, ici 0, et là, X. Bon, alors maintenant nous avons pour l'eau, pour Zn, pour O2, pour H+, et une case pour les électrons, la quantité de matière des électrons. Alors, nous avons ici la solution de sulfate de zinc à une concentration C et un volume V. Donc ici, je vais mettre C fois V. Alors, donc, là, l'eau, il est en excès. Excès. Excès, excès. Ici, le zinc, ça c'est pour le zinc, c'est 0. Pour l'oxygène, alors ça c'est pour l'oxygène, n'hésite pas, c'est 0. Et les ions H+, ils se trouvent déjà. D'accord? Donc on va mettre ici excès. Excès, puisque nous avons utilisé une solution d'acide sulfurique. Ils n'ont pas indiqué la, c'est-à-dire ils n'ont pas indiqué la concentration de la solution. Les électrons responsables du courant, c'est 0. Alors maintenant ici, c'est C fois V moins 2X. Là, c'est 2X. Ici, c'est X. Et là, c'est combien? Nous avons, c'est 4X. Alors, donc, voilà le tableau d'avancement de cette. Et donc, dresser le tableau d'avancement et déduire la relation. Nous avons la quantité de matière. La quantité de matière en électrons, elle est égale à Q sur F, est égale à I fois delta T divisé par grand F. Alors ça, c'est par définition, donc vous devez l'apprendre. Et d'après le tableau, la quantité de matière en électrons, elle est égale à 4X. Donc je peux déduire ici, d'après ça, que 4X est égal à I fois delta T divisé par grand F. Je divise par 4, j'obtiens X est égal à I fois delta T divisé par 4F. Voilà la relation voulue. I fois delta T divisé par 4F. Alors maintenant, je calcule la masse du zinc. Je calcule la masse de Zn. Donc, 3, 2. Donc, 3, 3. 3, 3. Alors, on cherche la masse de Zn. Voilà. C'est égal à quoi? Nous avons, d'après le tableau, d'accord? D'après le tableau d'avancement. Alors, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Zn, c'est 2x. La quantité de matière de Zn, c'est 2x. Et on sait que la quantité de matière de Zn, elle est égale à la masse de Zn sur la masse molaire de Zn. Donc, je déduis ici que 2x est égal
la masse de Zn divisé par la masse molaire de Zn. Alors, on cherche la masse. Alors, on cherche la masse. Donc, la masse de Zn, elle est égale à la masse molaire de Zn multipliée par 2x. Je remplace x par son expression. Donc, est égal à la masse molaire de Zn multipliée par 2. X, c'est quoi? C'est I fois delta T sur 4F. Je simplifie 2 avec 2. J'obtiens la masse de Zn. Elle est égale à I fois delta T divisé par 2F fois la masse molaire de Zn. Alors, ils nous ont demandé de calculer, d'accord? Calculer M. Nous avons I, elle est égale à, d'après les données, 10 kA, c'est 10 fois 10 à la puissance 3 ampères. C'est 10 à la puissance 4 ampères. Nous avons delta T est égal à 8 heures, est égal à 48 heures. 48 heures, c'est-à-dire est égal à 48 fois 3600 secondes. Et nous avons grand F est égal à 9,65 10 à la puissance 4 coulomb mol moins 1. Et nous avons la masse molaire du zinc. La masse molaire du zinc, il a été donné, est égal à 65,4 grammes. Alors, essayez de faire le calcul. Moi aussi, je vais le calculer. Alors, je vous donne le résultat de calcul après. Donc, c'est à vous de le calculer. C'est une application numérique parce que la charge, c'est-à-dire le portable, il va se décharger. Donc, je dois terminer cette partie. Alors, maintenant, la dernière question, et après, on va faire le calcul à la fin. Calculer le volume du gaz recueilli pendant cette durée. D'après le tableau, donc, c'est toujours la même chose, 3, 4. D'après le tableau, bien sûr, le tableau d'avancement. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de O2, elle est égale à X. La quantité de matière de O2 est égale à X. La quantité de matière de O2, elle est égale le volume de O2 divisé par le volume molaire. Donc, vous remplacez, vous avez VO2 sur volume molaire est égal à X. Et X est égal à I fois delta T divisé par 4F. Donc, on cherche VO2, elle est égale à I fois delta T divisé par 4F fois le volume molaire. Le volume molaire, il est donné dans l'exercice, il est égal à 25 mol, est égal à 25 litres, mol moins 1. Donc, vous calculez O2 et ici, vous trouvez la masse de Zn égale. Alors, essayez de faire le calcul avec moi.
Alors la masse, c'est 585,6. 585. 585,6. 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3 grammes. Donc, il est égal à 585,6 kg. Alors c'est 112, à peu près 112, 10 à la puissance 3 litres. Donc on va reprendre 48 fois 3600 fois 1 10 à la puissance 4 divisé par 9,65 à la puissance 4 divisé par 4, alors fois 25. Voilà le volume et voilà la masse. Alors donc on va refaire celle-là si vous voulez. Donc vous avez I, c'est 10 à la puissance 4, 1 10 à la puissance 4. Vous avez delta T fois, c'est 48 fois 3600, d'accord, fois la masse, fois 65,4, divisé par grand F, 65,4 est égal, et le tout divisé par 2. Alors, le tout divisé par 2, donc ça donne 864. Donc celle-là, c'est 864. 864. On va reprendre 65,4 fois 48, 10 à la puissance fois 3600 fois 1 10 à la puissance 4 divisé par 2 divisé par 65, 9,65, 10 à la puissance 4. Non, c'est la première. C'est la première. « 585,6 10 à la puissance 3 grammes. » Bon, تمنع الله on a توفقنا في شرح هذا الدرس et بهذا l'exercice.
et pour vous dire que cette partie, il est dans un sens, il est facile, mais dans un autre sens, il est aussi difficile parce que vous devez travailler étape par étape. Vous commencez par les sujets qui ont été déjà proposés au baccalauréat PC ou sciences maths. La plupart, sauf quelques 2 exercices ou 3, ils sont à la portée, c'est-à-dire ils sont faciles. Mais il y en a des parties qui sont un petit peu difficiles et qui n'ont pas été encore proposées au baccalauréat. Donc je vais essayer de préparer des exercices qui parlent de ces difficultés. Je vais essayer de le résoudre et de vous l'envoyer. Vous pouvez le travailler chez vous. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Et en même temps, essayez de me donner vos impressions sur est-ce que je termine, j'avance au programme, c'est-à-dire la séance prochaine. Je vais aborder, si vous voulez, la dernière leçon de chimie parce que vous devez l'apprendre, ça demande l'apprentissage, qui est la chimie organique, qui est l'estérification, l'hydrolyse. Donc on va parler un petit peu d'alcane, on va parler d'alcool, on va parler d'acide carboxylique, on va parler des esters et après on va parler des anhydrides. Donc cette partie, il nécessite l'apprentissage de certains noms, c'est-à-dire l'apprentissage des 10 premiers noms des alcanes, c'est-à-dire le méthane, l'éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Décane, nonane, octane, heptane, hexane, heptane, pentane, alors butane, propane, éthane, méthane. Salam alaikum. Je suis à votre disposition la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais poster un autre live. Là.